Bonjour à toutes et à tous, je suis Maximilien de Berly. Je viens vous présenter aujourd'hui le guide des médicaments d'officine dans son édition 2019. Donc je suis l'auteur de ce livre et j'avais fait il y a quelques années pour l'édition 2013 une vidéo de présentation déjà. Mais entre-temps, évidemment, une édition est sortie chaque année, donc les mises à jour s'accumulent et j'ai pensé que c'était utile de refaire une petite vidéo afin que les lecteurs éventuels puissent voir les évolutions et puissent feuilleter le livre, en tout cas virtuellement. Donc, à qui s'adresse ce livre? Il s'adresse principalement aux élèves préparateurs et préparatrices en pharmacie, ainsi qu'aux étudiants en pharmacie, et il intéressera également les préparateurs et préparatrices diplômés, ainsi que d'autres personnes du domaine médical, que ce soit les professions médicales ou les professions paramédicales. Donc on va feuilleter ensemble ce livre. Donc pour commencer, on a le sommaire. Donc sur 4 pages, le sommaire qui regroupe toutes les parties du livre. Donc les médicaments sont rangés dans des classes, dans des domaines médicaux déjà, donc cancérologie, cardiologie, dermatologie, etc. Et dans chaque domaine médical, il y a un rangement par classe thérapeutique et parfois par sous-classe, donc par classe pharmacologique. On va voir l'exemple en feuilletant. Donc ce livre, il regroupe 1680 médicaments, ce qui correspond à environ 1150 DCI ou principes actifs. Donc là, par exemple, on a la partie cancérologie avec les agonistes de la LHRH, les anticancéreux. Dans les anticancéreux, nous avons les antimétabolites, les alkylants, les agents intercalants, les poisons du fuseau et d'autres médicaments qui ne peuvent pas être rangés dans les classes précédentes. Donc après ce domaine médical, il y a le domaine de la cardiologie. Donc c'est un domaine qui comprend de nombreuses pages puisque il y a quand même beaucoup de classes thérapeutiques et pharmacologiques dans ce domaine-là. Donc là, on a les anti-angoreux, les anti-arythmiques qui sont classés selon la classification de Vaughan-Williams. On a les antihypertenseurs qui est une grande partie puisqu'elles se décomposent avec les bêta-bloquants, les diurétiques, eux-mêmes décomposés selon que ce soit des diurétiques de Lenz, des thiazidiques, des anti-aldostérone, etc. Donc toujours dans les antihypertenseurs, on a les UEC, les ARTAN, les inhibiteurs calciques, les antihypertenseurs centraux, les antihypertenseurs vasodilatateurs. Donc dans chaque classe pharmacologique, donc j'indique les indications. Et s'il y a des effets secondaires particuliers à savoir pour la dispensation, comme pour les inhibiteurs calciques par exemple, j'ai indiqué œdème des jambes ou rougeur de la face dans les effets secondaires, puisque ce sont vraiment les effets secondaires typiques de cette classe pharmacologique. Donc quand il y a vraiment des effets indésirables importants à connaître, je les indique quand j'estime qu'ils sont utiles à la dispensation. Donc toujours dans la partie cardiologie, les anti-ischémiques, la compression veineuse, avec l'explication des indications des différentes classes. Ensuite, plusieurs parties. Bon, je vais pas toutes vous les citer parce que sinon ça va être un petit peu long. En dermatologie, les antiacnéiques séparés selon qu'ils sont pour la voie cutanée ou pour la voie orale. Évidemment, pour les antiacnéiques à base d'isotrétinoïdes, j'ai indiqué les risques tératogènes et ce que cela implique. Ensuite, plusieurs parties, toujours dans ce domaine de la dermatologie. Ensuite, douleur-inflammation, donc il y a les antalgiques classés par palier, palier 1, palier 2, palier 3. Pour les antalgiques de palier 3, j'ai indiqué les procédures de dispensation, c'est-à-dire les durées de prescription, les durées de délivrance, fractionnées ou non, puisqu'ils répondent à une réglementation particulière pour la plupart. Ensuite, on a les anti-inflammatoires par voie orale ou locaux, les antimigraineux, donc classés selon leur classe pharmacologique, les antispasmodiques. Il y a une partie endocrinologie. Dans la partie dysthyroïdie, j'ai indiqué les valeurs de référence pour la thyroïde, c'est-à-dire pour la TSH, la T3 et la T4, de façon à ce qu'on puisse pouvoir lire un bilan biologique. Et j'ai indiqué aussi comment on doit interpréter une hausse ou une baisse de la TSH. J'ai expliqué aussi la crise récente du lévothyrox,
Alors je l'ai expliqué de manière objective, évidemment, le but n'était pas de dénigrer un laboratoire ou un autre, j'ai essayé d'expliquer de manière objective avec les dates qui correspondaient à l'ancienne formule, à la nouvelle formule, aux nouveaux médicaments mis sur le marché suite à cette crise, entre guillemets, de façon à ce que si vous avez des questions au comptoir, vous sachiez répondre précisément, sans parti pris, puisqu'évidemment c'est pas le but. Donc toujours en endocrinologie, plusieurs parties. Ensuite gastro-entérologie qui est une partie donc assez importante. Alors je tourne les pages, hein, je vous lis pas tout. De toute façon, vous pouvez voir à l'écran, je pense. Voilà, je continue à feuilleter. Gynécologie avec les contraceptifs. J'ai indiqué les règles en cas de oubli de pilule pour pouvoir répondre aux cas de comptoir qui sont très fréquents. Donc j'ai indiqué ce qu'il faut faire selon que l'oubli soit de moins de 12 heures ou plus de 12 heures pour les pilules œstroprogestatives ou de moins de 3 heures ou plus de 3 heures pour les pilules microprogestatives. Ensuite, les pilules sont classées selon qu'elles sont œstroprogestatives. J'ai indiqué les générations des pilules aussi, puisque ça a une importance. Ensuite, il y a les pilules progestatives, les préservatifs, les stérilés au cuivre, la contraception d'urgence avec les deux spécialités qui en font partie. J'ai indiqué évidemment jusqu'à quand ils sont efficaces et leur mode d'action. Ensuite, les procédures pour l'IVG médicamenteuse. Alors on est assez peu confronté à ce cas puisque c'est des médicaments qui sont délivrés au prescripteur et non pas au patient. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment se passe l'IVG médicamenteuse ainsi que les règles législatives, notamment par rapport aux semaines de grossesse, jusque quand on peut y avoir accès. Donc c'est une partie qui est importante à consulter même si ça nous touche pas directement à l'officine. Voilà, donc toujours dans la partie gynécologie, on passe à la partie hématologie. Bon, comme j'ai passé un peu de temps sur les parties précédentes, je me permets de tourner les pages un petit peu plus vite. Partie immunologie, allergologie, partie infectiologie avec évidemment tous les antibiotiques classés par classe pharmacologique, avec les associations à risque lorsqu'ils sont importants à signaler, avec les effets indésirables lorsqu'ils sont fréquents et importants à connaître au comptoir. Les antifongiques, les antipaludéens, les antirétroviraux. Les antiseptiques externes, j'ai indiqué s'ils pouvaient s'utiliser seulement sur la peau, lésée ou sur une peau saine, ou s'ils peuvent s'utiliser sur les muqueuses, parce que ça, on n'a pas toujours l'info quand on commence ces études. Donc ça peut être intéressant à savoir, enfin c'est même utile. Les vaccins, avec les sites d'injection des vaccins en fonction de l'âge. J'ai indiqué les vaccins vivants atténués par une petite astérix parce qu'ils présentent des contre-indications particulières que j'ai indiqué également. Et un petit peu plus loin dans le livre, on pourra voir le calendrier vaccinal. Bon, ça c'est un petit peu plus loin parce que c'est dans les annexes. La partie métabolisme avec les antidiabétiques oraux en plusieurs classes pharmacologiques, les insulines. Donc toujours la partie métabolisme, d'autres classes thérapeutiques, donc je passe tout ça. Les solutions pour perfusion, c'est intéressant aussi, ça. C'est pas forcément des choses sur lesquelles on est très formé, donc c'est toujours intéressant à lire. La partie neurologie avec les antiépileptiques, les antiparkinsoniens, les médicaments de la maladie d'Alzheimer, les médicaments de la sclérose en plaques. L'ophtalmologie avec les collyres antiglaucomateux séparés dans plusieurs classes pharmacologiques. Les produits de la cataracte, les collyres anti-allergiques, collyres antibiotiques, anti-inflammatoires, antiseptiques, antiviraux, cicatrisants, midriatiques, les compléments alimentaires, les correcteurs des sécheresses lacrymales qui sont assez nombreux maintenant. Les médicaments injectables pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La partie pneumologie otorino-laryngologie. Voilà, bon, il y a les anti-asthmatiques, c'est pareil, ils sont de plus en plus nombreux. Alors j'ai vraiment fait très attention à tenir cette partie à jour parce que il y a des nouveaux médicaments, on va pas dire tous les mois, mais en tout cas, il y a facilement 3 ou 4 nouveaux médicaments par an et ça demande une mise à jour rigoureuse. On continue dans cette partie-là avec les bains de bouche, les fluidifiants, les gouttes auriculaires, les vasoconstricteurs par voie nasale, les antitussifs, les antivertigineux. La partie psychiatrie avec les antidépresseurs selon différentes classes pharmacologiques, les anxiolytiques, les hypnotiques. Bon, ça, c'est des choses
qu'on voit beaucoup, les neuroleptiques, les normothymiques, psychostimulants, une partie toxicologie et dépendance avec les médicaments de la dépendance aux opiacés, avec leurs règles de délivrance bien particulières, les médicaments de la dépendance au tabac qui sont pour la plupart remboursés maintenant, il faut le signaler, et les médicaments de la dépendance à l'alcool. Pour chaque médicament, j'ai vraiment expliqué sur quel mécanisme il me faisait effet, parce qu'on ne le sait pas toujours et c'est quand même intéressant de pouvoir le signifier aux patients, parce qu'il y a des médicaments avec lesquels la consommation d'alcool est vraiment contre-indiquée et d'autres pas. La partie rhumatologie, traumatologie avec les antiarthrosiques, le calcium, les corticoïdes en infiltration, les fluides viscoélastiques, les myorelaxants, les médicaments de l'ostéoporose, produits de contraste, la partie urologie, adénome prostatique, les médicaments de l'impuissance, l'instabilité vésicale. Autres médicaments, donc là, sont regroupés des médicaments en vrac, j'ai envie de dire, bon, par ordre alphabétique quand même, mais des médicaments qui n'avaient pas leur place dans les classes thérapeutiques précédentes. Donc là, il y a 6-7 pages de médicaments dans cette partie-là. Donc j'indique toujours en majuscule le nom de la spécialité, en minuscule le nom de la molécule et l'indication et éventuellement les choses à savoir pour la dispensation. On arrive aux annexes. Donc dans les annexes, j'ai regroupé plusieurs documents qui ont un intérêt plus ou moins, évidemment, selon sa pratique médicale ou selon la profession qu'on exerce. On va faire le tour de ces documents-là, il y en a pas énormément, mais ils sont intéressants. Donc il y a déjà un lexique médical français-anglais, je crois qu'il y a 340 mots, ouais, c'est ça, 340 mots par ordre alphabétique aussi. Bon là, ça intéressera surtout les personnes qui travaillent dans des zones touristiques. Mais bien que ne travaillant pas personnellement dans les zones touristiques, je sais qu'il arrive quand même assez souvent, notamment pendant les gardes de jours fériés ou de dimanche, d'avoir des patients étrangers. Et dans ces cas-là, il y a toujours des mots qui sont utiles à savoir quand même. Donc c'est pas énorme, 340 mots, mais ça regroupe quand même un petit peu tout ce dont on peut avoir besoin de parler dans le contexte de la pharmacie. J'ai fait une partie sur les médicaments retirés du marché. Alors, je les ai pas tous mis, évidemment, les arrêts de commercialisation pour des médicaments qui n'étaient pas très utilisés, ça valait pas forcément le coup d'être signalé, mais j'ai quand même mis les arrêts de commercialisation ou les retraits du marché les plus importants de ces dernières années. J'ai marqué les dates, j'ai marqué à quoi servaient ces médicaments et j'ai marqué les raisons du retrait, quand c'était un retrait réel, quand c'était un arrêt de commercialisation, je l'ai signalé simplement. Grossesse et médicaments. Alors, c'est sur 2 pages seulement, c'est pas énorme, mais j'ai vraiment mis les médicaments dont on sait de façon formelle qu'ils sont tératogènes ou en tout cas qu'ils sont nocifs pour la grossesse. Donc il y en a pas énormément, c'est quand même très important de bien connaître cette partie de façon à pas passer à côté, parce que bon déjà le mieux évidemment quand on délivre les médicaments à une femme enceinte, c'est de vérifier les résumés des caractéristiques des produits de chaque médicament délivré, la rubrique grossesse-allaitement. Mais évidemment, le mieux, c'est encore déjà de savoir déjà de base quels sont vraiment les médicaments les plus tératogènes. Et j'ai indiqué la plupart du temps les alternatives thérapeutiques dont on dispose pour ces médicaments. Une double page sur les valeurs biologiques des références. Voilà, donc j'ai pris le soin d'indiquer les valeurs biologiques dans plusieurs unités, en grammes par litre ou en millimoles par litre, la plupart du temps, puisque selon les laboratoires, ils n'ont pas toujours les mêmes normes ou les mêmes machines, et ça permet de pouvoir avoir les constantes biologiques dans plusieurs unités différentes et de pouvoir déchiffrer un bilan biologique. Les différents types de pansements, c'est pareil, si on a une rupture de stock ou qu'on est en garde et qu'on a une prescription de pansement urgente, même si la substitution en théorie n'est pas autorisée entre un pansement et un autre, dans des cas d'urgence, ça peut quand même être utile, et donc ça permet de savoir quels sont les pansements qui font partie d'une classe de pansement ou d'une autre, donc les hydrocolloïdes, les hydrocellulaires, les hydrofibres, les hydrogels, les alginates, les pansements au charbon, les pansements à l'argent, les tuiles neutres, les interfaces et les pansements à l'acide hyaluronique. À chaque fois, donc, j'ai cité les noms des pansements qui font partie de ces classes-là, leur composition, leur mode d'action, leur indication, le temps où ils peuvent rester en place et la façon dont ils se présentent, c'est-à-dire plaques découpables, mèches, etc.
Aérosol thérapie. J'ai expliqué les indications et les différentes techniques, donc pneumatique sonique, pneumatique manosonique, c'est assez rare, les ultrasoniques. J'ai présenté plusieurs appareils. Alors, vous n'aurez pas forcément les mêmes dans l'officine où vous travaillez, mais ça donne une petite idée quand même des différents appareils qui peuvent exister. J'ai marqué les embouts à utiliser aussi avec ces appareils-là, la façon de les monter. Posologie, alors ça regroupe pas toutes les posologies de tous les médicaments, mais en tout cas ça regroupe les posologies qui sont demandées aux examens de pharmacie ou pour le BP, préparateur en pharmacie. Calendrier vaccinal. Donc le calendrier vaccinal détaillé sur 2 pages, qui n'est pas forcément super simple à retenir sous cette présentation. C'est pour ça que j'ai fait une présentation beaucoup plus simple que vous voyez sur cette page-là. Où là par contre c'est beaucoup plus facile à retenir. Bon, c'est moins détaillé, mais c'est quand même complet sur le calendrier vaccinal tel qu'il est actuellement, et je m'efforce de tenir cette partie à jour chaque année également. Un petit schéma pour expliquer les différentes origines possibles d'une anémie. Alors vous voyez, elles sont nombreuses les origines. Donc quand on a un patient anémié, voilà, il y a quand même un certain nombre de causes à explorer. Bon, évidemment, c'est pas forcément de notre domaine, hein, c'est plus du domaine du médecin, mais ça permet quand même de savoir vers quoi s'orienter. Toujours dans les annexes, une partie phytothérapie avec un certain nombre de plantes utiles en phytothérapie et dont on dispose en général en pharmacie, avec les noms français, les noms latins, la partie utilisée, les indications. Une partie interaction médicamenteuse où j'explique 3 types d'interactions qui sont à l'origine de la majorité des associations contre-indiquées. Donc déjà une partie sur les inducteurs et inhibiteurs enzymatiques. J'explique le mode d'action des inducteurs ou des inhibiteurs. J'indique la conduite à tenir. Et surtout, j'indique quels sont les inducteurs ou les inhibiteurs en fonction des CIP, des cytochromes. Donc bon, ça évidemment, dans une vidéo c'est difficile à expliquer, mais avec le livre sous les yeux c'est assez simple. En tout cas, j'ai essayé de présenter ça de façon claire. Autre type d'interaction, les médicaments torsadogènes, j'ai dressé la liste. Alors j'ai marqué le nom de la molécule, mais j'ai marqué aussi le nom des spécialités, puisque forcément on est plus formé finalement sur les spécialités que sur les molécules, ou en tout cas en pharmacie, en officine, on travaille plus avec les spécialités qu'avec les molécules, sauf pour les génériques évidemment. Troisième type de contre-indication, les médicaments hypercalémiants qui peuvent être contre-indiqués entre eux. Donc pareil, j'indique les taux de kaliémie, j'indique les taux de potassium ou la kaliémie souhaitée. Les médicaments qui sont hyperkaliémiants, toujours pareil, avec la DCI plus le nom ou les noms des spécialités correspondants. Alors, nouveauté cette année, ça manquait, je trouve. Alors, on s'éloigne un peu du domaine des médicaments, mais on reste quand même dans un domaine qui est le domaine médical finalement. Hein, j'ai rajouté des schémas d'anatomie. Alors c'est pas des schémas qui sont très compliqués, hein. J'ai pris des schémas qui sont relativement basiques. Le but évidemment c'est pas d'avoir 70 légendes par schéma, mais c'est d'avoir tout simplement un petit aperçu, hein, de l'anatomie, que ce soit le squelette, les muscles, le système sanguin, le cœur, le système nerveux, l'appareil respiratoire, le système digestif, les appareils reproducteurs masculins, féminins, ou plutôt féminin et masculin, si on veut le faire dans l'ordre du livre, l'œil, l'oreille et un schéma coupe d'une dent. Voilà, c'est pas énorme, mais ça peut être utile, Et enfin, pour terminer, un index. Donc là, vous allez le consulter souvent, hein, si vous achetez le livre, forcément. L'index, il regroupe tout. Tous les noms de médicaments, tous les noms de molécules, c'est-à-dire les dénominations communes internationales. Donc ça représente quand même 2830 entrées, cet index. C'est-à-dire 1680 noms de médicaments et 1150 noms de molécules. Rien que ça. Donc un index qui est forcément assez long, à part l'alphabétique, qui est lisible. Je sais pas si ça rend forcément sur la vidéo, mais j'ai tenu à ce qu'il soit lisible. Donc à chaque fois, bon, on a le nom et puis la page correspondante. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un index. Donc l'index, pour qu'il se retrouve facilement, vous voyez, j'ai mis des bandes grises, hein, de chaque côté, de façon à ce qu'on le trouve facilement. Bon, de toute façon, il est facile à trouver, il est à la toute fin du livre.
Juste après l'index, il reste juste 2-3 pages où j'ai fait les notes de version. Alors on fait souvent ça plutôt pour les logiciels, mais j'ai trouvé que ça pouvait être utile pour un livre de façon à voir l'évolution et les mises à jour, les nouveaux médicaments, les médicaments retirés. Donc j'ai des notes de version pour l'édition 2019, pour l'édition 2018, pour l'édition 2017, pour l'édition 2016 et l'édition 2015. Avant ça, il y avait d'autres éditions, mais j'avais pas fait de notes de version. Je faisais des mises à jour sans forcément regrouper sur un fichier les mises à jour que je faisais. Donc avant, les modifications ne sont pas indiquées, mais il y en a eu chaque année depuis les parutions du guide des médicaments d'officine. Il y a des modifications, des mises à jour, des retraits, des ajouts, des parties modifiées, etc. Voilà. Alors, bon, on a feuilleté toutes les pages. Après, ça ne veut pas forcément dire que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce livre. Il est en vente sur Amazon. Il est en vente dans certaines librairies. Pour les CFA, parce que je travaille beaucoup avec les CFA de préparateurs en pharmacie ou les corpos pharma, je peux travailler en vente directe auprès d'eux. Mais bon, là c'est pas le sujet, c'était plutôt le sujet de présenter ce livre. Donc moi je suis pharmacien, je travaille à Compiègne dans une pharmacie, donc je suis pharmacien assistant, ça fait une petite dizaine d'années maintenant. J'ai commencé ce livre pendant mes études et je l'ai amélioré chaque année pendant... j'étais pharmacien et chaque année je l'ai mis à jour en fonction des informations dont j'y dispose, en fonction des abonnements aux revues dont je suis abonné. Donc je le maintiens à jour chaque année, c'est l'édition 2019. Il y en aura une aussi l'an prochain. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos de ce livre-là, je vous laisse me contacter ou marquer un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre prochainement si tous les sujets n'ont pas été abordés. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.